bienvenue dans la chapelle extérieure du Séminaire de Québec. La chapelle extérieure, peut-être que pour ceux qui ont déjà visité cette chapelle-là, vous vous dites à quel endroit est-on actuellement? Nous sommes sous le chœur de la chapelle extérieure du Séminaire de Québec. C'est un lieu où les prêtres du séminaire ont été inhumés ici à partir de 1766. Mais l'histoire de la chapelle extérieure du Séminaire de Québec nous amène au-delà de 1766 et bien entendu, ça nous ramène au fondateur du séminaire qui est François de Laval. Parce qu'il faut savoir que François de Laval, en 1684, caressait le souhait de créer une chapelle pour le séminaire, une chapelle extérieure. Donc une chapelle qui était ouverte au public, où tous les citoyens de la Ville de Québec pourraient venir donc célébrer les messes quotidiennes, mais également recevoir de l'enseignement catéchétique. Donc François de Laval désirait donc dès 1684 avoir cette chapelle ouverte au public, mais il caressait également le souhait d'être inhumé sous cette chapelle, donc d'être inhumé au séminaire. Donc, c'est une note donc, qui figure, bien entendu, dans les archives du séminaire, dans tous les documents officiels dont François de Laval fait mention, justement, donc, de son décès, de son souhait par rapport à son décès et de son inhumation. Mais ce qui est assez intéressant de constater, c'est que finalement, François de Laval, il a beaucoup voyagé durant sa vie. On le sait, le territoire du diocèse de Québec était immense au temps de la Nouvelle-France, mais après sa mort, François de Laval a également aussi beaucoup voyagé. Parce que la fameuse chapelle qu'il avait demandé de construire, on en retrace donc quelques renseignements dans les archives de l'institution. Donc, on sait qu'en 1694, elle est en voie d'être terminée. François de Laval commande un hôtel qui va faire dorer à la feuille. Mais malheureusement, en 1701, un premier incendie fait en sorte que cette chapelle-là va être complètement détruite. On va penser à la reconstruire parce que, bien entendu, François de Laval, ça lui prend un lieu aussi pour recevoir les gens de Québec dans cette chapelle. Mais également, François de Laval est vieillissant et il souhaite encore se faire inhumer sous cette chapelle. Mais malheureusement, même si on veut reconstruire cette chapelle-là, en 1705 survient un second incendie au Séminaire de Québec qui, lui, va être vraiment fatal. C'est-à-dire que le Séminaire de Québec, il ne restera pas grand-chose après cet incendie. Bien entendu, les caves voûtées du séminaire vont demeurer. La fameuse cuisine de François de Laval va demeurer encore aujourd'hui. C'est possible de la visiter au séminaire, mais c'est un incendie qui va être catastrophique pour l'institution. On va pratiquement perdre la totalité du patrimoine qu'on avait à cette époque. Mais le séminaire va par la suite, bien entendu, reconstruire donc l'aile de la procure, mais aussi une future chapelle extérieure, mais ce sera après la mort de François de Laval qui survient en 1708. Donc, que fait-on avec les restes de François de Laval? Le seul lieu qui sera en mesure de l'accueillir, c'est la cathédrale Notre-Dame de Québec. Donc, c'est ce lieu-là qui va être choisi pour inhumer le corps de François de Laval, donc le premier évêque du diocèse. Donc, François de Laval va demeurer sous le chœur de la cathédrale Notre-Dame de Québec jusqu'en 1877. Parce qu'en 1877, il va se passer un événement assez surprenant. Donc, ce sont deux jeunes d'âge mineur qui sont de la paroisse Saint-Roch, dit-on, et qui avaient été engagés pour réaliser des travaux sous la cathédrale. Et lorsqu'ils arrivent sous le chœur de la cathédrale, avec leurs outils, ils vont voir qu'il y a quelque chose d'un peu spécial devant eux. Ça ressemble à un cercueil. Et donc, ils vont tout de suite alerter les prêtres de la cathédrale, et c'est là qu'on va, en quelque sorte, redécouvrir le cercueil, donc les restes de François de Laval en 1877. Il faut comprendre que c'était probablement tombé un peu dans l'oubli. On avait dû oublier justement que François de Laval reposait dorénavant sous la cathédrale. Et à ce moment-là, ça va être une immense fête
dans Québec. On parle ici de quelques milliers de personnes qui se seraient déplacées pour les processions. Donc, on va sortir le cercueil, c'est un cercueil de plomb, qui encore aujourd'hui a été conservé donc, par le diocèse de Québec et qui je crois, peut encore être vu dans la crypte de Notre-Dame de Québec. Et donc, François de Laval va être donc sorti de ce cercueil de plomb. On va bien entendu faire une analyse parce que François de Laval est un personnage historique fort important. D'un point de vue religieux aussi, on veut entamer un processus en vue de sa canonisation à Québec. Donc, les ossements de François de Laval vont être trempés dans de la cire par les Sœurs de la Charité, enrobés dans des rubans de velours violet, si ma mémoire est bonne. Et donc, on va procéder à des grandes processions dans la ville. Donc, c'est un événement fort important qui se déroule en 1877. Et donc, vers la fin de cette année-là, le supérieur du séminaire va faire une demande à Notre-Dame de Québec et au diocèse pour demander à ce que le fondateur du diocèse repose dorénavant au séminaire. Et donc, en 1877, ce qui va se produire, c'est que sous le chœur de la cathédrale, de la chapelle extérieure du séminaire, on va donc inhumer François de Laval tout près de moi, juste ici, dans ce qu'on appelle le caveau funéraire de François de Laval à la chapelle extérieure. Et donc, c'est là que François de Laval va reposer pendant plusieurs années et on va le visiter en 1901. Donc, c'est vraiment le terme qui est employé par le diocèse. Et on va redéposer par la suite encore les ossements de François de Laval à l'intérieur du caveau funéraire jusqu'en 1950. Il faut savoir que donc, le procès vers la canonisation de François de Laval se déroule bien. Ce procès-là, il est composé de plusieurs étapes, donc il faut qu'il y ait des miracles qui soient authentifiés et validés aussi par Rome. C'est un procès qui est très sérieux et donc qui amène à ce moment-là le séminaire à vouloir ériger donc une chapelle à l'intérieur de la chapelle extérieure du séminaire de Québec, donc une chapelle qui va être située dans la nef et là où on va pouvoir amener les citoyens à avoir un culte beaucoup plus facilement autour du corps de François de Laval. Donc, mis à part cette histoire autour de François de Laval qui nous amène donc dans ce lieu particulier, il faut savoir aussi qu'à partir de 1766, on va on va inhumer plusieurs prêtres du séminaire à cet endroit. C'est ce qui fait en sorte qu'il y a plusieurs petites pierres au sol avec les noms de nombreux prêtres inscrits sur celle-ci. C'est assez intéressant de constater qu'encore aujourd'hui, cet environnement a très peu changé parce que il est arrivé plusieurs incendies, il faut le savoir, là, à l'intérieur de la chapelle, ici, de la chapelle extérieure. C'est assez fascinant de voir à quel point, malheureusement, les prêtres ont dû essuyer de nombreux coups très difficiles. On parle d'un incendie, donc, comme je le disais, en 1701, en 1705. Il y a bien entendu la conquête en 1759 qui nous amène avec un nouvel incendie. Il y a un autre incendie en 1796. Et là, justement, bon, à chaque fois, on se rend compte que finalement, bon, les sépultures ne sont pas endommagées. Et là, le dernier incendie en liste, celui de 1888, qui est le dernier incendie. On peut comprendre à ce moment-là que les prêtres vont essayer de tout faire pour qu'après l'incendie de 1888, notre nouvelle chapelle soit maintenant à l'épreuve du feu. Donc, heureusement, malgré tous ces événements fort bouleversants, les prêtres qui étaient inhumés ici dans cet endroit, dans ce petit oratoire, tout est demeuré tel quel. On parle de grands prêtres très importants dans l'histoire de l'éducation au Canada et dans l'histoire aussi de Québec, mais aussi l'histoire de l'Église canadienne. Simplement pour en nommer quelques-uns, on parle par exemple
de Jérôme de Mers, qui est un prêtre excessivement important dans l'histoire du séminaire, mais aussi un prêtre qui a été très important pour l'enseignement au Canada. C'est un prêtre qui a, par exemple, fondé le premier cabinet de physique qui était possible de visiter ici au séminaire. Donc, c'est l'origine même des musées au Canada, là. C'est Jérôme de Mers qui est à l'origine de ces grands projets. L'abbé Jean Holmes, qui est un prêtre américain qui est venu ici, qui s'est converti même au catholicisme et qui est devenu un éducateur absolument phénoménal. On parle de lui comme étant un modèle en matière d'éducation qui a vraiment transformé le programme éducatif au Séminaire de Québec au 19e siècle. C'est vraiment lui qui a, par exemple, intégré tout un cursus de mathématiques associé aux sciences et aux arts et lettres là, dans le programme du séminaire et qui, par la suite, est devenu un modèle pour d'autres séminaires aussi au Québec. Louis-Jacques Cazot, qui est le fondateur, qui est reconnu comme le fondateur donc, de l'Université Laval en 1852, qui est un éducateur, mais qui était également donc, un recteur excessivement important aussi dans l'institution, parce que pour fonder une université au Canada en 1852, il fallait vraiment être très convaincant auprès de la couronne britannique, mais aussi il fallait également que l'institution soit capable de structurer et d'être suffisamment bien outillée pour mettre cette université-là en place. Et donc, Louis-Jacques Cazot en est pratiquement l'un des grands chefs d'orchestre ici. On a également Benjamin Paquette, qui est un prêtre qui a eu une histoire absolument fabuleuse au séminaire. C'est-à-dire que Benjamin Paquette, lui, donc, il a étudié au séminaire, mais avec deux autres de ses confrères, a pu être envoyé à Rome en 1867 pour parfaire ses études et donc devenir docteur en théologie. Et donc, c'est un des trois premiers docteurs en théologie donc, qui vient du séminaire et qui a pu être formé à l'université, au Collège romain à Rome. Et donc, Benjamin Paquette, par la suite, a eu une grande carrière de diplomate auprès du Saint-Siège. C'est-à-dire qu'on disait même de Benjamin Paquette qu'il était pratiquement aussi puissant, là, si vous me permettez le terme, en étant à Rome que s'il était à Québec, puisqu'il avait vraiment des connexions partout auprès du Saint-Siège. Il avait des communications directes, par exemple, avec le préfet de la propagande à Rome, qui est vraiment, là, on entre dans le cercle très rapproché du pape. Donc, il faut savoir que ces prêtres-là, donc qui sont inhumés juste ici, ce sont tous des individus qui, dans l'histoire du Canada, ont eu une histoire franchement assez particulière et qui ont justement aidé à favoriser le développement aussi du Canada sous divers aspects, que ce soit au niveau de l'éducation, mais aussi en matière d'économie, en matière sociale également, et bien entendu d'un point de vue religieux et du développement aussi du diocèse de Québec. Donc, ce lieu assez particulier dans lequel on est très chanceux, nous remercions d'ailleurs le Séminaire de Québec d'avoir accepté de nous inviter, de nous permettre de faire ce tournage ici, parce que c'est un lieu qui est, bien entendu, un lieu de recueillement, pour se recueillir auprès des prêtres du séminaire et des défunts ici. Donc, c'est vraiment un lieu assez particulier qui n'est pas donné à tout le monde, je vous dirais, de visiter et qui est encore aujourd'hui, vous le voyez bien, chargé d'histoire. Dans la première moitié du 20e siècle, la cause pour la canonisation de François de Laval progresse. Mais le Séminaire de Québec, justement pour favoriser cette progression et la popularisation de la dévotion à François de Laval, le Séminaire de Québec a besoin d'aménager un lieu où les fidèles de l'Église de Québec pourraient venir se recueillir près de la tombe de François de Laval. Donc, le Séminaire de Québec va organiser en 1949 et en 1950 l'aménagement d'une chapelle funéraire dédiée à François de Laval. Et une fois que cette chapelle funéraire va être complétée, sise à même la chapelle extérieure du séminaire, ils vont transférer les restes de François de Laval depuis la crypte jusqu'à cette chapelle funéraire dédiée à François de Laval, qui est juste ici. Ils vont même aménager donc un gisant réalisé en Italie par Francesco Nagni en marbre blanc de Carrare. Cette chapelle est somptueuse. L'architecture a été réalisée par Adrien Dufresne, un architecte de Beauport, et vous remarquez donc autour de moi la présence donc, de matériaux très nobles.
donc le marbre blanc, le marbre noir, donc avec ce chatoiement de diverses couleurs aussi, dans ces matériaux, la présence aussi de feuilles d'or, de bronze, donc tous les matériaux qui nous entourent sont des matériaux véritables, nobles et de très grande qualité. Pourquoi? Justement pour rendre hommage à François de Laval. Et tout autour du gisant de François de Laval, on trouve un décor somptueux qui est composé notamment de chapiteaux qui représentent les 7 sacrements que sont le baptême, la confirmation, l'ordre, l'Eucharistie, l'extrême-onction, le mariage et la pénitence. Et le 8e chapiteau représente la Sainte Famille, qui est une dévotion très importante pour François de Laval. La Sainte Famille, c'est par exemple la patronne du Séminaire de Québec et donc une dévotion qui va être importante aussi pour tous les prêtres du séminaire. Les crosses qui entourent également cette chapelle, qui entoure donc le gisant de François de Laval, représentent les 7 dons de l'Esprit Saint que sont l'intelligence, le conseil, la sagesse, la science, la piété, la force et la crainte de Dieu. Les 7 dons de l'Esprit sont censés être de grandes inspirations et des règles de vie également pour les chrétiens, mais également pour justement les évêques, les personnages qui sont appelés à être des modèles dans la vie des catholiques. Cette chapelle, donc, va être terminée en 1950 et elle va être visitée en 1984 par le pape Jean-Paul II. Jean-Paul II va venir visiter donc François de Laval lorsqu'il était inhumé juste ici, au mois de septembre, mais au mois de juin précédent, il venait tout juste de le béatifier. Donc, François de Laval était désormais bien heureux. Depuis 2014, maintenant, François de Laval est canonisé. Donc, on peut maintenant parler de lui comme étant Saint François de Laval. Mais la chapelle extérieure du Séminaire de Québec, en 1989, elle a été désaffectée. C'est-à-dire que le Séminaire de Québec a décidé de changer la fonction de la chapelle extérieure. Elle n'était plus utilisée pour le culte désormais. Donc, on pouvait maintenant y tenir, par exemple, des concerts ou des conférences. Mais donc, la chapelle funéraire de François de Laval, maintenant, se retrouvait dans un lieu qui n'était plus nécessairement un lieu pour le culte. Donc, en 1993, les restes de François de Laval ont été transférés depuis cette chapelle ici jusqu'à la cathédrale Notre-Dame de Québec, où on peut trouver encore aujourd'hui, dans la nef, une chapelle funéraire dédiée à François de Laval. Donc, François de Laval, en 1708, a été inhumé sous le maître-autel de la cathédrale, a été transféré donc dans la chapelle extérieure du Séminaire de Québec, sous l'autel également, a reçu sa chapelle funéraire ici et maintenant, aujourd'hui, a terminé sa course à la cathédrale, à son lieu, dans le fond, de départ, le premier lieu où il a été inhumé. Il me fait plaisir de vous accueillir maintenant dans la chapelle extérieure du Séminaire de Québec, cette somptueuse chapelle qui a été construite donc entre 1889 et 1900. Cette chapelle, donc elle repose sur des fondations qui sont beaucoup plus anciennes. Bien entendu, on a donc en dessous de cette chapelle, on a bien entendu la crypte du séminaire, mais il faut se rappeler qu'à l'origine, le projet de la chapelle extérieure provient donc d'un projet de François de Laval, donc avec sa première chapelle qu'il avait fait construire, donc qui a brûlé, on le sait, en 1701. Le second incendie du séminaire qui ravage tout en 1705. Par la suite, donc, on construit une chapelle entre 1750 et 1752 qui va brûler lors de la conquête en 1759. Et donc, en 1761 et en 1762, donc pratiquement au lendemain de la conquête, on a donc cette nouvelle chapelle sous laquelle on va débuter les inhumations des prêtres du séminaire donc, dans la crypte dès 1766. Et malheureusement, donc, l'incendie de 1796 va être également fatal pour cet édifice-là. Donc, on a construit une chapelle extérieure du séminaire donc, qui va être en place donc, de 1796 à 1888.
Donc, cette chapelle va être décorée d'une manière fort intéressante. C'est à l'intérieur de cette chapelle-là qu'on va retrouver, entre autres, un grand nombre de tableaux faisant partie du fonds de tableaux des abbés Desjardins. Certaines personnes qui écoutent actuellement la conférence risquent de savoir un peu de quoi il s'agit, mais pour les besoins de la cause, je pense que c'est important de rappeler un peu ce qu'est cette collection-là. Donc, c'est une collection de 180 tableaux qui avaient été acquises par les abbés, deux abbés Desjardins, donc qui avaient importé des tableaux de France au Canada. Donc, c'était un événement extraordinaire que celui de retrouver autant de tableaux européens à Québec du même coup au tout début du 19e siècle. Et les prêtres du séminaire de Québec en avaient acquis une très grande quantité pour l'époque. Et ils les avaient donc accrochés dans cette très belle chapelle qu'ils avaient. Heureusement, il y a plusieurs de ces tableaux-là qui ont survécu donc à cet incendie dévastateur de 1888. Il y a plusieurs photographies d'époque qui nous permettent justement de voir même l'intérieur de la chapelle du séminaire de Québec, qui est complètement éventré, donc qui n'a plus du tout son toit. Et on voit l'intérieur, on voit même certains tableaux, notamment un tableau qui est très important, qui représente aussi qui représente la Sainte Famille, donc une dévotion très importante au séminaire. Donc, un tableau qui est tout noirci, qui ont vraiment besoin, évidemment, de restauration. Plusieurs de ces tableaux-là vont être restaurés, d'ailleurs, en 1908 par James Purvis Carter, qui est un expert d'œuvres d'art anglais, c'est comme ça qu'il se nomme. Heureusement, le Séminaire de Québec va réussir à trouver des stratégies donc, pour restaurer les œuvres et pour les présenter à nouveau. Il faut savoir donc que l'intérieur même de cette chapelle-là, donc qui était en place entre 1796 et 1888, donc cette chapelle a été abondamment commentée au 19e siècle pour les beautés qu'elle pouvait receler. Par exemple, on disait même que l'abbé Jérôme de Mers, donc cet abbé fort important dans l'histoire de l'institution, donnait certaines classes à ses étudiants à même la chapelle pour leur enseigner les beaux-arts. Donc, il faut voir donc, la chapelle du séminaire de Québec donc, comme étant un lieu de culte, mais aussi un lieu de culture pour les prêtres du séminaire. Donc, ils amènent donc aussi les étudiants dans ce lieu-là, justement, pour augmenter les connaissances au niveau des arts et en même temps pour faire en sorte que les œuvres d'art puissent accompagner le cheminement spirituel donc des étudiants qui gravitent à l'intérieur des lieux. Donc, on peut imaginer qu'en 1888, lorsque cette si belle chapelle et ce lieu si important pour les prêtres, mais en même temps ce lieu si important à Québec, en raison aussi des œuvres d'art qu'elle contient, lorsque ce lieu-là brûle, je veux dire, c'est une consternation en 1888. Les prêtres du séminaire vont vouloir tout de suite reconstruire un nouveau lieu de culte sur les mêmes fondations. Bien entendu, le nouveau lieu de culte va être différent. Mais ce qui va être très important pour les prêtres, c'est que le nouveau lieu de culte soit ignifuge. Vous comprenez qu'avec le nombre d'incendies que je viens tout juste d'énumérer, en 1888, les prêtres se disent, là, il n'est plus question que notre chapelle extérieure brûle, puisque d'autant plus si on installe des œuvres d'art à l'intérieur, ce qui va être le cas, on veut que ces œuvres d'art-là soient en sécurité. Donc, ils vont approcher l'architecte Joseph-Ferdinand Pichy, qui, lui, va se mettre à l'œuvre dès 1888 pour réfléchir au plan de la nouvelle chapelle. Donc, il va y avoir plusieurs propositions, plusieurs esquisses. Ça va être l'esquisse numéro 5 qui va être retenue pour les plans de la chapelle actuelle. Donc, Joseph-Ferdinand Pichy va s'inspirer, entre autres, de l'église de la Trinité à Paris, qui a été réalisée par l'architecte Théodore Balue. Donc, une architecture qui, à l'extérieur, on est davantage dans une architecture qui ressemble un peu plus à une architecture anglaise, par exemple, de l'architecte Sloan aux États-Unis. Mais l'intérieur, on est davantage dans une réinterprétation, donc,
de cette fameuse église de la Trinité de Paris. Ce qui va être assez intéressant, l'historien de l'architecture, les deux historiens de l'architecture que sont Luc Noppen et Lucie Morissette vont d'ailleurs spécifier que c'est une des réussites aussi de Joseph-Ferdinand Pichy d'avoir réussi à réarticuler ce décor de l'église de la Trinité, qui est un décor de style Second Empire, donc, de le réarticuler de manière assez personnelle. Donc, on voit très bien que l'architecte ici s'est inspiré de son modèle français, mais il l'a vraiment fait sien. Donc, l'architecture Second Empire, qu'est-ce que c'est? Donc, bien entendu, c'est sous Napoléon III. Donc, c'est ce rêve de retourner un peu vers l'opulence, donc du style architectural qu'il y avait donc sous Napoléon Ier, sous Napoléon Bonaparte. Donc, d'aller chercher vraiment des couleurs très riches, d'aller chercher des références aux styles anciens. Donc, par exemple, parfois, on va retrouver des références donc, au style roman, ce qui est quand même assez abondant justement dans l'Église dans laquelle nous sommes présentement, mais aussi d'avoir des marqueurs donc, de cette opulence, de la couleur dorée justement qui nous entoure. Et donc, Joseph-Ferdinand Pichy va développer son vocabulaire architectural selon cette perspective du Second Empire. On pense aussi que ça va justement plaire aux prêtres du séminaire, mais ce qui est aussi assez intéressant, c'est que la notion d'ignifuge, les prêtres vont tellement y tenir que ça va même, à quelque part, c'est une hypothèse, donc influencer Joseph-Ferdinand Pichy pour tout ce qui est du parachèvement du décor intérieur. Donc, il va approcher la Pedler Roofing, donc c'est une compagnie d'Oshawa, en Ontario, qui vont venir recouvrir tout l'intérieur de la chapelle ici de tôle, de zinc, et probablement de fer blanc. Donc, tout ce que vous voyez autour de nous actuellement, ce n'est pas du plâtre, ce n'est pas du bois, c'est de la tôle. Donc, c'est une chapelle littéralement recouverte de tôle pour permettre ce caractère donc ignifuge. À Québec, c'est un cas unique. Au Québec, on en trouve très peu de chapelles semblables et c'est ce qui c'est ce qui lui donne en partie son caractère patrimonial, son aspect assez unique. C'est donc vraiment un développement assez particulier aussi, donc autant au niveau de l'architecture qu'au niveau des matériaux utilisés. Donc, le parachèvement intérieur de la chapelle ici, on est surtout, donc, bien entendu, on est entre 1888, mais le parachèvement intérieur, ça va être quand même un peu plus tard, donc 1898-99. On va vraiment se mettre à développer tout ce qui est, le parachèvement, donc vraiment la décoration. Pour le rendu que nous avons autour de nous, Pichy va faire appel à un artiste qui est Wallace G. Fisher, qui travaille pour le verrier Bernard Léonard de Québec. Donc, Wallace G. Fisher, c'est un peintre donc, qui va être justement embauché pour réaliser donc, tout le décor que vous voyez donc, sur les colonnes et les pilastres qui nous entourent. Donc, ce qui est assez, je dirais, assez fascinant dans cette chapelle-ci, c'est que lorsque les gens entrent, il est assez fréquent de les voir aller toucher les colonnes. La raison est bien simple, c'est que lorsqu'on entre dans la chapelle extérieure du Séminaire de Québec, on voit ces colonnes de marbre et à un moment donné, plus on s'approche, on est tenté de se demander est-ce que c'est bel et bien du marbre? Et c'est au moment d'y toucher qu'on se rend compte que finalement, on a été berné. Ce n'est pas du marbre, c'est de la tôle. C'est de la tôle peinte, donc c'est de la tôle qui est peinte en trompe-l'œil. Donc, ce qui est assez fascinant, justement, c'est de voir que, au-delà d'un siècle plus tard,
les visiteurs de la chapelle sont encore un peu confondus par cette espèce de subterfuge de Wallace J. Fisher, qui a réalisé donc, son subterfuge et son trompe-l'œil, son tour de magie, je dirais, donc en 1899. C'est très intéressant de voir ce phénomène-là encore se produire de nos jours parce que c'est un procédé qui est tout à fait en phase avec ce que les décorateurs d'églises voulaient faire à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire que le trompe-l'œil, c'est vraiment une méthode de réaliser des décors pour principalement deux raisons, on pourrait se dire. Soit que le commanditaire n'avait pas nécessairement les moyens de se payer du marbre véritable et des matériaux tout à fait nobles, ou soit que c'est une volonté de donner justement à cet artiste l'opportunité de développer lui-même donc son programme et de nous amener dans un univers peut-être, je dirais, symbolique. C'est-à-dire que je pense bien honnêtement que à la fin du 19e siècle, si les prêtres du séminaire de Québec avaient voulu se payer des colonnes de marbre, ils auraient probablement pu. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est justement qu'ils ont laissé à cet artiste l'opportunité donc de créer ce décor qui nous amène à nous questionner sur la vérité. Donc, est-ce que nous sommes devant du marbre véritable? Nous ne sommes pas devant du marbre véritable, nous sommes devant quoi? C'est un processus intellectuel symbolique qui se fait un peu malgré nous quand on entre dans la chapelle. Et là, on est confondu, on se dit, mais là, ils sont où les vrais matériaux? Et c'est là où il y a une autre magie qui se passe au niveau symbolique, c'est que derrière moi se trouve le maître-autel, qui, lui, est fait de marbre véritable. Il y a aussi les autres autels de toutes les chapelles latérales qui, eux, sont également faits de marbre véritable. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le maître-autel? On retrouve la réserve eucharistique. C'est le lieu où, à l'époque où cette chapelle était utilisée comme lieu de culte, c'est le lieu, dans le tabernacle, dans la réserve eucharistique, donc la petite porte dorée qui est juste au-dessus du tombeau du maître-autel, c'est là que sont conservées les saintes espèces, donc le corps du Christ. Donc la présence réelle du Christ à l'intérieur du lieu, elle est censée être juste là, dans cette petite porte, à l'intérieur du maître-autel. Donc, d'un point de vue christologique, du point de vue religieux, si on veut dire, la vérité dans le lieu se trouve donc à cet endroit. Et là, on retourne directement à l'essence même de la raison pour laquelle l'Église même existe, donc et la propagation de la foi à travers le monde. C'était parce que le message du Christ, c'est un message de vérité. Donc, ça nous amène à voir le lieu complètement différemment et à voir donc cet aspect symbolique donc, qui joue entre les différents matériaux et les différents subterfuges au niveau du décor qui nous amènent vers la vérité à chaque fois. Il faut savoir qu'à l'époque où les messes étaient dites ici dans la chapelle, il y a une raison pour laquelle il y a autant d'autels autour de nous. C'est parce que, bien entendu, il y avait beaucoup de prêtres là, au Séminaire de Québec qui devaient dire quotidiennement leur messe. Et donc, chaque prêtre pouvait, à ce moment-là, dire leur messe aux autels latéraux, parce qu'ils devaient dire, ils doivent dire leur messe à chaque jour. Donc, ce sont tous des autels qui ont accueilli donc, des messes à une certaine époque. Et il faut voir aussi ce lieu comme étant un lieu qui était très, 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 très fréquenté. Du moment où c'était une chapelle utilisée pour le culte. Donc, ça m'amène à vous signaler que c'est un lieu de culte, c'est aussi donc un lieu symbolique, c'est un lieu aussi de culture, hein, parce que, bien entendu, on a des œuvres d'art autour de nous, et étant donné l'aspect ignifuge
de la chapelle, il faut savoir que les prêtres ont vu dans cette chapelle-ci un peu la continuité de ce qu'ils voyaient donc dans l'ancienne chapelle. C'est-à-dire qu'une fois que la chapelle ici fut construite, donc dès le début du 20e siècle, ils ont tout de suite décidé de faire passer certaines œuvres d'art très importantes de leur musée à la chapelle. Donc, on retrouve littéralement des notes dans les archives du Séminaire de Québec qui nous expriment donc ce phénomène-là, c'est-à-dire que les prêtres voient dans la chapelle l'opportunité de préserver les œuvres les plus importantes de leur collection. Donc, ils orchestrent donc le passage de ces œuvres d'art-là au tout début du 20e siècle. Et c'est ce qui va faire en sorte, entre autres, que il y a une œuvre qui est très importante, donc qui représente l'Immaculée Conception, qui va passer donc du grand salon du Séminaire de Québec à cette chapelle-ci. Donc, cette œuvre d'art, donc c'est l'Immaculée Conception, donc qui est juste ici, donc qui est dans le chœur. Et ce tableau-là, donc c'est un peu un des exemples justement qui nous montre que le Séminaire de Québec voyait en la chapelle donc ce lieu de culture et ce lieu de culte aussi très important. Parce que ce tableau-là, il y a une histoire absolument formidable à l'intérieur du séminaire. C'est qu'il a été commandé en 1867, donc par le Séminaire de Québec, par l'entremise de l'abbé Benjamin Paquette, qui, lui, a commandé cette œuvre d'art-là à l'artiste Vincenzo Pasqualoni, qui était reconnu comme étant un des peintres du pape Pie IX, donc des peintres qui travaillaient un peu dans si vous voulez, la garde rapprochée donc, de Pie IX, qui étaient des peintres choisis par Pie IX. Et donc, le séminaire a envoyé cette commande-là à Monseigneur Benjamin Paquette, qui lui est arrivé avec une photo de la ville de Québec pour montrer à l'artiste donc ce paysage-là. Parce que Benjamin Paquette était à ce moment précis, en 1867, était à Rome pour ses études. Donc, va rencontrer le peintre, lui montre un peu la ville de Québec, lui parle du séminaire et de l'université, et lui parle également de l'Immaculée Conception. Donc, l'Immaculée Conception, c'est ni plus ni moins que la patronne donc, de l'Université Laval, parce que l'Immaculée Conception étant l'image de Marie, donc, qui est considérée à l'époque comme étant une création sans tache, puisqu'elle a dû enfanter de Dieu le Fils. Donc, cette image même donc, de Marie, qui est présentée également comme la mère donc, de tous les chrétiens, est très, 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 très importante au séminaire. Et il va représenter donc la Vierge Immaculée au-dessus d'un paysage de la ville de Québec où on voit très bien donc, le séminaire, le fleuve Saint-Laurent et donc le bâtiment de l'Université Laval. Et ce tableau-là va être, dès son arrivée à Québec, va être accroché donc, au grand salon de l'Université Laval. Donc, c'est un tableau que les dignitaires, lorsqu'ils passent à l'Université Laval, ils vont aller voir, donc, ils vont toujours passer par le grand salon parce que c'est un salon d'apparat, un lieu de réception, ni plus ni moins. Donc ils vont voir donc, cette image de l'Immaculée Conception qui va faire face ensuite donc, à un grand portrait en pied de Pie IX. Donc, on a donc ces images à la fois des dévotions importantes et de l'autorité qui est Pie IX là, à l'intérieur même du Grand Salon. Donc, étant donné l'importance de cette œuvre d'art-là, c'est la raison pour laquelle, donc, au tournant du 20e siècle, ce tableau-là va maintenant venir orner la chapelle du Séminaire de Québec et elle est encore aujourd'hui donc accrochée dans le chœur. Et donc, ça m'amène à vous parler justement d'autres éléments que l'on peut retrouver dans le chœur. Je vous parlais du maître-autel tout à l'heure. Le maître-autel qui est dans le chœur, c'est un maître-autel donc de marbre blanc de Carrare.
et qui accueille une sculpture qui représente la Sainte Famille, qui a été réalisée par l'atelier Jacquier de Caen. Ce qui est assez intéressant de remarquer dans la forme de ce maître-autel-là, c'est que, si on se rappelle bien, donc, l'incendie a lieu en 1888, le parachèvement a lieu donc, vers la toute fin du 19e siècle. Mais les plans de cet hôtel-là, on a retrouvé dans les archives du Séminaire de Québec des plans pour un maître-autel qui ressemblent étrangement à celui-ci, mais des plans qui datent de 1866 et qui ont été réalisés par un artiste italien du nom de Giacomo Panicone. Donc, les prêtres du Séminaire de Québec, lorsqu'on lit les archives du séminaire et les commentaires des prêtres sur Joseph-Ferdinand Pichy, il y a lieu de penser parfois que les prêtres du Séminaire de Québec avaient parfois des doutes sur Pichy. Est-ce qu'il va... On parle parfois que les travaux tardent à être complétés, on parle de lenteur, on parle même que Pichy donc avance à pas de tortue. On a des doutes sur les aptitudes de Pichy, entre autres, à réaliser les autels. Donc, on va même aller jusqu'à explorer, même en Europe, là, auprès d'autres artistes, la possibilité que ces autels-là soient réalisés par d'autres artistes. Mais ce ne sera pas donc, cet artiste italien qui va réaliser donc, le maître-autel, mais on peut vraiment voir que les prêtres du Séminaire de Québec ont somme toute toujours cet intérêt pour aller explorer chez des artistes européens certaines lignes au niveau du formalisme du mobilier liturgique. Cependant, ce qui est assez intéressant de constater, c'est que pour les autels latéraux, ce sera un prêtre du Séminaire de Québec, M. Adolphe Garneau, qui était professeur d'architecture au Séminaire de Québec, qui a réalisé les autels latéraux dans la chapelle. On dit que Joseph-Ferdinand Pichy les aurait probablement retouchés, mais ce serait vraiment l'abbé Garneau qui les aurait réalisés. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois qu'un prêtre du Séminaire de Québec dessine un autel pour une chapelle. Dans l'ancienne chapelle, en fouillant dans les archives, on s'est rendu compte que les prêtres du Séminaire de Québec avaient commandé à l'atelier des Levasseurs, donc qui était un des plus importants ateliers de sculpture sous le régime français. Les prêtres du Séminaire de Québec avaient commandé en 1757 donc un maître-autel aux Levasseurs, mais ils leur avaient également donné, c'est ce que la tradition veut bien, les prêtres du séminaire leur auraient donné donc les plans de style rocaille pour ce tabernacle de 1757. Donc, les prêtres du Séminaire de Québec, il faut le voir, lorsqu'ils donnent une commande pour un lieu de culte ou pour des autels ou des œuvres d'art, ce sont des érudits. Ce sont des prêtres qui ne vont pas laisser nécessairement les choses aller toutes seules, là. Ils vont vraiment être très, 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 très rigoureux sur les formes que vont avoir ces autels-là ou ces œuvres d'art-là. Donc, c'est assez intéressant de voir cette implication très étroite des prêtres dans la réalisation même de leurs biens. Donc, les prêtres vont également intervenir un peu dans certains choix au niveau du décor. Donc, par exemple, si on se transporte dans les bas-côtés de la chapelle, donc cet espace où on peut déambuler tout autour de la nef. Donc, entre les chapelles latérales, on remarque la présence de bustes. Donc, ce sont donc ni plus ni moins que des visages donc, qui reposent, donc des bustes qui reposent sur des pieds-douches. Et il y a un petit espace circulaire prévu sur le pied-douche qui est aujourd'hui obstrué, mais à l'intérieur duquel il y a des reliques. Donc, on parle de bustes reliquaires.
Et cette série de bustes reliquaires a été réalisée en 1894 par nul autre que Louis Jobin, qui est un de nos grands sculpteurs québécois au 19e siècle. Et c'est Monseigneur Calixte Marquis, donc un prêtre du séminaire, qui aurait commandé à Louis Jobin cette série de bustes reliquaires qui représentent donc le collège apostolique. Donc ce sont 16 bustes et qui représentent tous donc, les membres du collège apostolique. Et donc ce sont les apôtres ajoutés de quelques saints. Et donc, à l'intérieur, il y a donc les reliques associées à chaque saint. Et il faut savoir que Monseigneur Calixte Marquis était un grand collectionneur de reliques. Donc, Monseigneur Marquis était un homme de terrain. Donc, il fait partie des personnages qui sont à l'origine de la fondation du diocèse de Nicolet. Mais c'était également un homme qui a beaucoup voyagé aussi à Rome et collectionné abondamment les reliques. Et donc, il a commandé à Louis Jobin cette série de bustes reliquaires, justement pour venir augmenter le décor de la chapelle extérieure du séminaire. Et en même temps, il a pu faire profiter la chapelle extérieure ici de sa collection de reliques, puisque si on se déplace dans chacune des chapelles latérales, on va remarquer qu'au-dessus de l'autel, il y a un immense reliquaire de bois, qui est fabriqué, qui est sculpté dans le cerisier, et à l'intérieur desquels on retrouve un très grand nombre de reliques très précieuses, toutes plus précieuses les unes que les autres. D'ailleurs, les reliquaires ont été sculptés par Francis-Pierre Gauvin, qui est un autre de nos grands sculpteurs au Québec, au 19e siècle. Donc, ce sont des reliques qui permettent soit aux fidèles ou soit aux prêtres d'accompagner son exercice cultuel. Donc, par exemple, lorsqu'on est dans la chapelle dédiée à Saint-Charles-Borromée, on va retrouver un grand nombre de reliques associées à ce saint-là. Donc, c'est ainsi de suite pour chacune des chapelles. Évidemment, donc, les reliques, elles ont non seulement leur sens dans les chapelles latérales, ainsi que pour les bustes reliquaires, mais au-delà de tout ça, les reliques ici à la chapelle extérieure du Séminaire de Québec, elles contribuent à la renommée aussi de ce lieu de culte tout au long du 20e siècle. C'est-à-dire, oui, elle est reconnue par son caractère ignifuge, son décor en trompe-l'œil qui est particulièrement coloré, mais il y a certains textes là, au 20e siècle qui parlent de la chapelle ici comme étant une chapelle reliquaire. Et la relique, dans l'histoire du christianisme, ce sont des restes de saints qui ont une fonction très, très, très particulière. Donc, non seulement à partir de la relique, un fidèle peut, par exemple, invoquer un saint et demander des faveurs, donc que ce soit un miracle, une guérison. Mais au-delà de tout ça, les reliques ont une fonction de sacralisation des lieux sacrés. Donc, dès le Moyen Âge, c'est tout à fait connu à l'époque. Donc, la relique vient sacraliser le lieu sacré. C'est-à-dire que à l'intérieur de l'autel, il doit y avoir absolument la présence d'une relique qui fait que ce lieu-là va devenir un lieu sacré, un pôle du sacré. S'il n'y a plus de reliques à l'intérieur d'une église, donc à ce moment-là, on vient de transformer le sens même de ce lieu-là. Donc, tout autour de nous, on voit qu'il y a encore aujourd'hui la présence de reliques. Et malgré cela, en 1989, on sait que la chapelle du Séminaire de Québec a été désaffectée. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte qu'il n'y ait plus de messe ou de célébration liturgique. Donc, on a transformé le lieu ici en
en un lieu culturel où on pouvait y célébrer des conférences ou des concerts. Malgré le fait qu'elle soit désaffectée, il y a toujours la présence de reliques. Donc, c'est ce qui fait en sorte que, malgré cela, les visiteurs doivent toujours demeurer fort respectueux des lieux en raison de la présence de ces restes de saints qui ont contribué à l'histoire du christianisme. Donc, pour des fins d'activité culturelle et en même temps par respect aussi pour ces restes-là, donc avec le diocèse de Québec, il a été décidé de cacher. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez donc dans le chœur et à quelques endroits que les reliquaires sont maintenant recouverts d'une paroi afin de préserver donc ce respect donc, envers les restes des saints qui sont à l'intérieur des reliquaires. Donc, c'est une décision qui est récente, mais qui se veut également cohérente avec le nouveau, disons, la nouvelle fonction de ce lieu-là. Donc, maintenant, hormis les reliques, on voit qu'il y a, somme toute, une très grande présence de plusieurs saints à l'intérieur de cette chapelle. Dans la nef, on a juste à remarquer donc, sur chacune donc dans la colonnade, au-dessus de chacune des colonnes, il y a donc la présence de plusieurs saints. Donc, ce sont les saints fondateurs des principaux ordres religieux qui ont été établis au Québec. C'est un peu pour rendre compte de ces grands ordres religieux établis au Québec en 1900. On parle donc, par exemple, des dominicains, avec Saint-Dominique, de Saint-Alphonse de Ligorie, avec les Rédemptoristes, des Jésuites avec Saint-Alphonse, avec Saint-Ignace de Loyola, par exemple. Et donc, ce sont donc encore une fois des sculptures qui, elles, sont sculptées donc, dans le marbre. Donc, elles font justement ce parallèle donc, avec la représentation du saint. On est justement dans ce rapprochement avec la notion de vérité, du message que ces saints-là devaient professer. Mis à part les représentations de ces saints fondateurs que l'on trouve au niveau de la colonnade dans la chapelle, si on se transporte maintenant, par exemple, dans les galeries ou même dans le chœur, on remarque que sur les vitraux, il y a également représentation de saints très importants dans l'histoire du christianisme. Évidemment, il y a certains saints qui vont avoir peut-être une importance un peu plus, je dirais, particulière, un peu plus précieuse aussi pour les prêtres du séminaire, qui fait qu'on va les retrouver dans le chœur. C'est le cas notamment de saint François de Sales, qui est le patron donc, des enseignants, parce qu'évidemment, bien entendu, le Séminaire de Québec est une institution d'enseignement où on retrouve donc on retrouvait à l'époque le Petit Séminaire de Québec et même plus tard, en 1852, l'Université Laval, donc avec cette œuvre-là si chère à François de Laval, qui est celle de l'enseignement et de la transmission aussi du savoir, et donc qui est accompagnée d'un autre vitrail de Saint Jean-Baptiste, donc le patron des Canadiens français. Ce qui est assez intéressant de remarquer avec ces vitraux, donc, c'est qu'ils ont été réalisés par l'atelier de Bernard Leonard à Québec. Et Wallace G. Fisher a contribué donc très précisément à la réalisation de ces vitraux-là. Ce sont des vitraux, donc on retrouve notamment des grisailles. Donc, ce sont des vitraux qui ont été peints et cuits par la suite. On a procédé à certaines analyses au niveau de ces vitraux et on a constaté que ce sont des vitraux de très, 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 très grande qualité. Donc, au 19e siècle, là, à Québec, à la fin du 19e siècle, ça fait partie d'une des séries de vitraux vraiment très importantes que l'on retrouve à Québec à cette époque. Et ça mérite, bien entendu, qu'ils soient restaurés finement dans l'avenir et préservés. Parce que, vous savez, le vitrail, bien que le verre soit un matériau, somme toute, très rigide, si on se projette dans le temps,
par exemple au bout de 100 ans, lorsqu'on parle de vitraux qui ont des dimensions similaires à celles qu'on peut retrouver dans le chœur ou même sur les galeries de la chapelle extérieure du Séminaire de Québec, il est possible qu'avec le poids donc, de tout ce vitrail, qu'on remarque des déformations qui se trouvent tout au bas du vitrail. Donc, le poids vraiment de tout ce verre va créer donc cette déformation à la base du vitrail. Parfois, ça peut être très léger, très subtil, et d'autres fois, ça peut être beaucoup plus critique. Et on ne voudrait surtout pas que le vitrail s'endommage, se brise de manière pratiquement irrécupérable. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, dans le cadre d'un vaste chantier de restauration de la chapelle extérieure du Séminaire de Québec dans les prochaines années, nous allons également restaurer certains panneaux de vitrail qui auraient justement besoin de cette restauration-là pour éviter qu'il y ait donc des déformations importantes pour pouvoir préserver donc ces vitraux pour l'avenir. Parce que le vitrail dans la chapelle extérieure du Séminaire de Québec, c'est un élément très important qui nous donne ce rendu, cette couleur qu'a la chapelle. Évidemment, ces vitraux-là sont colorés lorsque le soleil pénètre à l'intérieur du vitrail et qu'il laisse donc la lumière se transférer à l'intérieur du lieu. Ça fait partie également du décor qui a été pensé par Wallace J. Fisher lorsqu'il a réfléchi aux couleurs que pourrait avoir la chapelle. Donc, on a cet amalgame de couleurs qui est peinte sur les murs, mais également ces couleurs qui nous viennent du vitrail. On a, bien entendu, donc, parmi les saints et les saintes qui nous entourent, au jubé, à la tribune de l'orgue, il y a la présence d'une magnifique rose en vitrail, au centre de laquelle on trouve la figure de Sainte Cécile, qui est la patronne des musiciens. Il faut savoir notamment que Sainte Cécile, c'est une sainte qui a eu une grande importance au sein du Séminaire de Québec, puisque, entre autres, la fanfare du séminaire portait le nom de Sainte Cécile. Et d'ailleurs, on va retrouver même dans plusieurs églises au Québec la présence soit de sculptures ou de vitrail dédiés à Sainte Cécile à la tribune de l'orgue, justement, comme étant une source d'inspiration pour les musiciens qui doivent aller donc réaliser soit des concerts ou même la musique des messes au jubé de l'orgue. Juste au-dessous de cette rose en vitrail, on trouve 3 fenêtres cintrées. Et ce qui est assez intéressant de remarquer, c'est que ces 3 figures-là, ce sont 3 figures qui ont leur importance au séminaire, oui, bien entendu, mais aussi dans l'histoire de l'Église canadienne. On trouve donc Sainte Jeanne d'Arc, qui est une sainte qui a toujours été très importante au diocèse de Québec, justement pour exprimer ses liens avec la France et le mysticisme aussi de Sainte Jeanne d'Arc, qui est important aussi au sein des dévotions au Canada. Et la présence de François de Laval, donc le saint fondateur du séminaire, et Marie de l'Incarnation, qui est la fondatrice des Ursulines. Et il est bon de rappeler aussi que Marie de l'Incarnation et François de Laval ont justement été canonisés en même temps, en 2014, par le pape François. Donc, ces vitraux ont vraiment un intérêt particulier là, dans le décor de la chapelle extérieure. On dit que le décor de la chapelle ici a été terminé en 1900, mais finalement, il y a eu quelques petits retards. Donc, certains vitraux ont été installés un peu plus tard. On parle d'installations qui se sont échelonnées jusqu'en 1904 environ. Donc, lorsqu'on lit un peu partout sur l'histoire de la chapelle que finalement, les travaux de reconstruction s'échelonnent entre 1888 et 1900, il y a certains aspects là, du décor qui s'échelonnent jusqu'en 1904. Bien entendu, parlant des vitraux de Sainte-Cécile et donc de la musique, on peut dire quelques mots sur les orgues de la chapelle. Le buffet de l'orgue que l'on retrouve à la tribune a été réalisé les plans ont été dressés par Joseph Ferdinand Peachy.
Et donc, il y a eu 2 orgues Casavant qui ont été installés à la tribune de l'orgue. Il y en a un qui avait été installé en 1899 et qui a été remplacé en 1900, donc en 1929, pardon. Donc, on parle de l'opus 1361 du facteur Casavant et qui date de 1930 précisément. Il est composé de 3 claviers de 34 jeux. Et il y a également un autre orgue, un deuxième orgue dans cette chapelle qui, lui, a également une histoire assez particulière. Il est situé donc à la galerie. Et donc, c'est cet orgue que l'on appelle l'orgue Richard ou l'orgue Robert Richard. Cet orgue-là, c'est un orgue donc tout à fait récent qui date de 2009. Mais son histoire nous transporte en 1753, puisque c'est un orgue tout à fait similaire qui était installé à la cathédrale Notre-Dame de Québec. Donc, c'est un orgue que l'on pouvait retrouver donc, sous le régime français à la cathédrale. Et donc, on avait, grâce aux plans qui ont été retrouvés sur cet orgue-là, le facteur d'orgue de Montréal, Juget-Saint-Clair, a pu réaliser une copie donc, de cet orgue de 1753. Donc, on l'appelle le Juget-Saint-Clair, opus 34, Robert Richard, donc du nom du facteur d'orgue français qui a construit cet orgue-là pour la cathédrale. Donc, il n'a qu'un seul clavier et 10 jeux. Et ce qui est assez fascinant également, c'est que lorsqu'on veut réaliser un concert avec cet instrument, il est possible d'utiliser sa soufflerie mécanique, donc d'y aller vraiment avec la force humaine, donc pour activer la soufflerie, ou y aller d'une manière maintenant moderne avec une soufflerie donc, qui est activée via un circuit électrique. Donc, ce sont 2 instruments fort différents, dont un qui nous permet de nous transporter dans un registre, disons, plus propre au régime français. Donc, c'est ce qui met fin à la présentation de l'histoire de la chapelle extérieure du Séminaire de Québec. Bien entendu, l'histoire ici du lieu, elle est excessivement riche et les archives du Séminaire de Québec ont encore beaucoup à nous livrer sur ce lieu-là, sur les événements qui s'y sont passés et sur certains aspects aussi du décor. Donc, qui sait, peut-être que dans l'avenir, il y aura une toute autre visite à réaliser de ce lieu culturel que nous allons restaurer donc, au courant de l'année 2022-2023 en collaboration avec le Centre de conservation du Québec, où vous verrez justement donc, le carrelage qui aura en grande partie changé. Carrelage qui, nous pouvons le dire en terminant, pour ceux et celles qui ne l'auraient pas remarqué, est composé de couleurs rouge, or et bleu, donc des couleurs que l'on retrouve également sur les armoiries de François de Laval. Donc, je vous remercie beaucoup.